L'intérêt et la curiosité suscités par les premiers avions dans les années 20, les avancées techniques et performances des appareils au fil des ans ont contribué à faire naître l'aviation civile béninoise. L'avion était alors essentiellement utilisé dans le domaine de l'aéronautique militaire et encore très peu dans le transport des marchandises. Lorsque vint l'idée de créer une entité qu'on pourrait appeler aviation, ça a commencé par l'aviation militaire. Donc le bureau air de l'état-major de l'armée a mis en place l'escadrille nationale qui était composée de quelques petits avions de type push-pull, Cessna, pour desservir, pour relier le nord, Parakou et Natitengo. Dans la période coloniale, le commerce avait déjà une réelle importance. C'est à partir des années 40 qu'un début d'organisation de l'aviation civile prend forme au Bénin, période durant laquelle le Bénin ratifie la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944. À l'instar des 191 autres États membres, le Bénin s'engage à adopter et à respecter les normes et pratiques recommandées par l'OACI. Ainsi, cet accord permettra au Bénin de bénéficier non seulement d'une garantie juridique internationale, mais également d'un avantage commercial indéniable. Le Bénin pourra se voir, dès lors, octroyer plus facilement les financements nécessaires à l'acquisition de ses premiers appareils et éventuellement à la création de sa propre compagnie aérienne. La première ligne qui a eu lieu en Afrique, au Bénin, c'était en 1935, quasiment à la naissance d'Air France, pratiquement à 2 ans près, et c'était Niamey-Cotonou. Elle a été faite par un petit avion de 140 chevaux, ça s'appelait un caudron Pélican, et c'était un avion avec 3 personnes à bord. C'était la première ligne. La deuxième ligne, qui sera ouverte 2 ans plus tard, en 1937, qui est très célèbre, c'est la fameuse Dakar-Brazzaville, qu'on appelait la côtière, et qui s'arrêtait à Cotonou. Il y avait aussi de petits avions qui permettaient aux gouverneurs, aux autorités du territoire du Dahomey de relier la partie septentrionale à la partie méridionale. Mais pour l'heure, ce sont uniquement 5 aérodromes qui seront créés, principalement dans le nord du pays. En 1956, le réseau africain n'excède guère les 80 000 km. Le transport aérien au Bénin n'existe quasiment pas, alors que Lagos et Accra sont déjà desservis de façon hebdomadaire. Les lignes eurafricaines sont alors regroupées en 5 faisceaux. 2 d'entre elles ne font d'ailleurs qu'effleurer l'Afrique pour profiter d'escales commodes. Des escales pour raisons techniques avant tout, et c'est le cas pour le Bénin. Le Bénin offrait des installations très rudimentaires, appelées aéroports de brousse, au seul service des appareils peu exigeants, comme le DC-3 ou encore le Twin Otter. Le DHC-6 canadien Twin Otter, son nom générique, a permis de relier facilement Parakou-Savère. C'est la bicyclette de l'aviation. Ce DHC-6 de 19 places avait 3 places pour l'équipage et 16 places pour les passagers. Cet avion a la particularité n'a pas besoin de pistes bitumées. Moi, j'ai atterri sur des terrains de football en diagonale. De la sortie de la dépendance et à la construction de sa République, le Bénin a vu l'entrée de l'aviation civile comme une modernité. Le président Maga est le 6e chef d'État africain qui va faire une visite officielle en France. Cela fait une succession assez rapide de voyages officiels. Comme les 17 autres pays africains qui ont accédé à l'indépendance en 1960, le Bénin, marqué par la mondialisation, a perçu la nécessité de comprendre les règles du transport aérien, règles qui s'imposeraient très vite à lui. Prenant à bras-le-corps le tournant décisif de l'indépendance, le Bénin a rapidement mis en place de nouvelles institutions politiques, mais aussi économiques. Cette indépendance naissante n'a pas pour autant bouleversé le pays, à une exception près, celle du transport aérien. L'aviation civile au fait béninoise était gérée par la SECNA
avant, au temps des colons. Et c'est après ça après les années 60, on a créé l'aviation civile béninoise, donc la direction de l'aviation civile, DAC, ça s'appelait. Pendant que pour certaines nations naissantes, l'avion de ligne frappé aux couleurs d'une compagnie nationale était déjà un instrument de prestige sans égal, ce prestige, gage de la vraie indépendance perçue comme témoin de l'égalité avec les pays colonisateurs, laissait penser aux jeunes nations africaines qu'elles pourraient affirmer chez elles et hors de leurs frontières cette indépendance fraîchement acquise. Le Bénin prendra le temps de mûrir cette idée. Le temps était à la construction du pays et au développement des lignes maritimes et terrestres, notamment celles destinées à assurer la desserte des divers pays de l'Interland. Dans les années 60, après la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir un développement très important de l'aviation. On va construire des pistes. Et donc du coup, on va avoir des avions bien plus importants. Tout s'est accéléré le 28 mars 1961. La naissance d'Air Afrique sonnera la fin du monopole de la période coloniale. C'est une époque charnière pour l'aviation civile béninoise, qui va passer de l'ère des pionniers à l'ère de l'aviation moderne. 11 États africains signaient à Yaoundé un traité portant création de la compagnie multinationale Air Afrique. Un acte d'une haute portée, au triple plan, historique, politique et économique. Des 12 chefs d'État et de gouvernement présents à Yaoundé, 11 ont effectivement signé le texte portant création d'Air Afrique. Le président Philibert Tsiranana de Madagascar, lui, décida qu'en raison de l'éloignement de son pays, il optait pour la création d'une compagnie distincte. Quant à la République togolaise, ce n'est qu'en 1964 qu'elle manifeste son intérêt pour Air Afrique et décide d'user de l'ouverture prévue par l'article 13 du traité. Après avoir accompli les formalités diplomatiques nécessaires à son accession au traité de Yaoundé, le Togo devient effectivement actionnaire en 1968. Ouvert à l'adhésion de nouveaux États, le traité laissait également aux États membres la latitude de se retirer. Le Cameroun, en 1971, et la République gabonaise, en 1977, ont usé en toute souveraineté de cette possibilité, en se retirant dans les formes et conditions prévues au traité, pour créer leur propre compagnie nationale. Cette opportunité de développement qu'offrait l'aviation pour l'Afrique coïncidait avec le début de la conjoncture difficile que connaîtront les grands du transport aérien. L'offre et la demande ne s'y retrouvaient plus. Les appareils à réaction étaient mis en service à l'heure où déclinait l'influence de ces anciennes métropoles. Au départ, souvent en Afrique, on utilisait des avions assez robustes parce que justement les infrastructures n'étaient pas adaptées aux avions à réaction. C'était des pistes assez courtes. Or, l'avion à réaction va nécessiter des pistes beaucoup plus longues, en particulier la résistance aussi de la chaussée devait être plus résistante. Donc il n'y avait pas de ces pistes-là tout de suite. Il a fallu faire des travaux, donc ça a pris un peu plus de temps. Et c'est durant cette même période qu'au Bénin, de nombreux textes importants verront le jour, touchant au fonctionnement même de l'aviation civile. Au fur et à mesure, de nouvelles donnes se sont présentées dans le domaine de l'aviation. Bien entendu, cela appelait franchement qu'on puisse remanier, revoir, corriger, améliorer, en tenant compte des recommandations de l'Organisation de l'aviation civile. Tout ce qui est texte, qui régit tous les domaines, que ce soit la navigation aérienne, que ce soit les infrastructures, que ce soit la sûreté, que ce soit la sécurité, que ce soit le travail aérien, le transport aérien, tous les textes devaient passer par la direction du transport aérien et tous les textes devaient sortir. À partir de là, la notion de service technique de l'aéronautique et de service de la navigation aérienne prendra tout son sens. L'évolution de toute nature constatée dans le monde a conduit à une nouvelle organisation de ces services.
C'est-à-dire le professionnalisme a obligé, la qualité du service, le poids économique du secteur, la gestion des aéroports. Tous ces éléments ont entraîné des structures spécialisées dans le domaine, d'où nous allons parler des services qui sont liés au transport aérien. Les compétences en matière d'aviation civile resteront longtemps englobées au sein de l'aviation militaire et de divers ministères. Nous avons envoyé des militaires dans des écoles et des instituts d'aviation civile pour détenir des qualifications dont on aurait besoin dans le civil. Nous avons aussi des pilotes qui sont brevetés militaires et qualifiés civils, ce qui fait que nous avons eu le contre-coup de la chose. Nombre de nos pilotes ont dû quitter l'armée de l'air pour s'épanouir ailleurs, tels qu'à Air Afrique de l'époque et à d'autres compagnies. Le plus souvent, celui des travaux publics et des transports, entre 1960 et 1984, parfois de la télécommunication en 1980 ou encore aux énergies en 1976. Pour revenir aux travaux publics au début des années 2000, ce sont ces différents ministères qui présideront aux destinées de l'aviation civile béninoise de 1960 à 2016, pour en donner tutelle au ministère des Infrastructures et des Transports. Air Afrique sitôt signé, le 29 mai 1961, le Bénin est devenu, à sa demande, membre de l'OACI, accédant ainsi à la majorité dans le domaine du transport aérien. Comme un bouleversement dans les conditions juridiques du transport aérien, le Bénin devient propriétaire de son espace aérien, maître de ses relations extérieures et intérieures. En théorie du moins. On a confié la gestion de cet espace-là au Ghana. C'était l'Organisation de l'aviation civile internationale qui a confié cette mission au Ghana. A dit, vous gérez l'espace aérien du Bénin et du Togo, vous, mais ensemble avec eux, donc possession. À cette époque, on n'était pas indépendant, on l'a acquise en 60. Et l'aviation, on a commencé à installer les organes de l'aviation au Bénin en 69 avec le code. C'est seulement à cette époque-là qu'on a commencé à faire. Mais de 69 à 2015, on n'a jamais pu gérer avec le Ghana l'espace aérien. L'étranger a un coup d'État au Dahomey, nous l'avons appris cet après-midi. Sur le plan mondial, le Bénin n'est toujours pas grand exploitant ou grand producteur de trafic, tandis que l'instabilité politique du pays, avec ses successions de coups d'État, retarde son développement économique. L'OACI voit en lui surtout un fournisseur d'infrastructures. Entre 1962 et 1970, nous n'enregistrerons aucun progrès significatif dans le secteur au Bénin. Les équipements resteront rudimentaires. Seule nouveauté, la volonté de contraster les aérodromes de classe internationale. L'OACI fait un système de normes. Le but, c'est que les normes soient à peu près partout dans le monde, de manière à ce que le passager soit en sécurité partout. Donc c'est depuis 1944. Donc toutes ces normes sont plus ou moins respectées. Pourquoi ? Parce que chaque pays va adapter aussi en fonction de ses moyens, en fonction de son trafic. Il n'y a pas le même trafic à Cotonou qu'à New York. Donc on ne va pas avoir besoin des mêmes infrastructures. Le 271e appareil d'Air Afrique est livré en août 1966. Immatriculé TU-TCC, il est baptisé Cotonou par l'épouse du président Maga. Il arborera l'exceptionnelle et fantaisiste robe rouge et jaune, comme pour marquer son caractère historique pour le Bénin. Après-guerre, les avions sont des avions à hélice et à moteur à piston. On peut penser en particulier à un avion mythique, c'est le DC-3. Ça, c'est un avion très important pour le transport aérien, qui est donc directement après la Seconde Guerre mondiale, qui va être très très utilisé. Cet avion va être utilisé jusque dans les années 70, le DC-3. Alors là, il y avait 2 moteurs, ça c'était acquis. C'était de l'essence, c'était pas du kérosène à l'époque. Et c'était un très bon avion, mais qui allait très doucement, on n'était pas du tout à la même échelle. Viendra rapidement le DC-4. Le DC-4, lui, il avait 4 moteurs. Alors là, ça permettait déjà des plus longs rayons d'action. On a multiplié par 3 ou 4 le nombre de passagers et des distances importantes. Ils pouvaient venir directement de Paris. Ça, c'était une évolution. En termes d'équipement, au niveau, dans ces 60 années, ce qui a aussi changé, c'est la navigation aérienne.
C'est-à-dire qu'au tout début de l'aviation, bon, avant-guerre, on naviguait au début avec un compas. En fait, une boussole, exactement une boussole, et qu'on a gardé. En aviation, on est assez conservateur, on aime garder les choses qui fonctionnent. On va la garder en sécurité. Rapidement, on s'est aperçu qu'il fallait des moyens de radionavigation. On a eu l'installation au sol de balises. Ces balises existent toujours. Aujourd'hui, c'est par exemple l'ASECNA en Afrique qui se charge de l'entretien au sol de ces balises. Ces balises, en fait, c'était des aiguilles. On a gardé le système d'aiguilles. Donc, il y avait déjà ça, hein, après-guerre. Il y avait déjà ça. Les gens naviguaient essentiellement avec ça. Puis, dans les années 70, sont apparus des systèmes autonomes. Parce qu'on s'est dit, quand même, il y avait des grands espaces où il n'y avait pas de balises. Donc, il fallait être autonome. On avait donc des centrales à inertie. Il y en a toujours. Elle permet d'avoir une grande autonomie. Donc ça, c'est un progrès pour la navigation. Au-dessus du Sahara, par exemple, on n'avait pas beaucoup de balises. Ou au-dessus des océans, on utilisait c'est ça. Il s'agit là de rapidement se moderniser. Avec l'assistance de l'ASECNA, Cotonou recevra enfin son premier Boeing et son DC-8. Aménagement de pistes, aide à la navigation, télécommunications, météorologie, le Bénin tentera de se faire une place dans le ciel. La direction de l'aéronautique civile naît en 1969. Les méthodes de travail ont changé, les équipements, tout ça a changé. Parce que quand moi je suis venu, les équipements que nous avons actuellement, il y a beaucoup qui n'étaient pas là. Par exemple, avant, le contrôleur, lui, travaille, il doit avoir tout l'espace dans sa tête. Et là, donc, si les avions l'appellent, que ce soit à 10, 15 avions, il est obligé de les situer dans l'espace. Donc, tu es obligé d'être concentré, parce qu'il n'y a pas d'aviation, tu ne sais pas, mais tu dois situer l'avion, il est à l'ouest, il est à l'est, pour pouvoir donner des instructions aux autres. L'État béninois a dit qu'il faut faire un diagnostic pour regarder. Donc, beaucoup de séminaires ont eu lieu par le personnel et autres. Et puis, parmi les projets, il y avait déjà une idée de changer en une structure, pas nécessairement d'agence, une structure qui puisse réagir plus vite. Où que vous soyez, où que vous alliez, Air Afrique est la ligne de vie du continent africain. Les années 70 marqueront l'ère du mode de production capitaliste d'un trafic aérien en Afrique, exclusivement ouvert sur l'extérieur, et d'une certaine stabilité politique pour le Bénin. Cette ouverture, qui variera selon les périodes, tendra inévitablement vers certains facteurs économiques et politiques. En effet, les compagnies nationales occidentales ou multinationales n'hésiteront pas à étaler leur supériorité technique face aux compagnies nationales mal équipées. Ainsi, pour rompre ce monopole, la CAFAC entend stimuler la coopération inter-compagnies nationales en vue d'accroître les échanges inter-États. L'aviation civile au Bénin prend conscience de son potentiel de développement. À l'instar de ses voisins, Nigeria et Haute-Volta, ainsi que pays frères et amis, tels que le Cameroun, le Sénégal ou encore le Burundi, en 1977, marqué par la volonté de l'État d'ouvrir progressivement son ciel tout en se formant à cette réglementation nouvelle, pour cette jeune république, le Bénin donne naissance à Air Bénin. La première famille, c'est Air Bénin. Je suis avant tout un pilote d'Air Bénin. Il y en a qui trouvent ça vraiment ridicule, mais je dis non, c'est mon amour de compagnie. Ça s'appelait la Société nationale des transports aériens, Air Bénin. Cette société avait été créée avec 2 avions qu'on a acquis donc, chez Fokker à Amsterdam. C'est des Fokker 27 qui ont une capacité de 52 places et qui vont jusqu'à 480 km/h. Cette même année, ce sont 15 transporteurs aériens réguliers qui viendront élimer les pistes du Bénin, dont 9 européens. Aeroflot, UTA, Alitalia, Sabena, Air France, Lufthansa, Swissair, KLM. 1979, Air Afrique innove. Elle devient la première compagnie africaine à acquérir des Airbus et inaugure après Douala sa 2e agence à Cotonou. Nous avons un plan de flotte de façon à offrir à notre clientèle l'un des produits les meilleurs actuellement dans le transport aérien. Entre Dakar et Abidjan ou Abidjan et Dakar, vice-versa, eh bien, il y a entre 11 et 15 vols par semaine suivant la saison. Cotonou-Abidjan, c'est un vol tous les jours et il y a des jours où il y a 2 vols ou même 3 vols.
Avec l'arrivée d'Air Bénin, des événements majeurs viendront ponctuer cette période. Acquisition de gros porteurs, embellie économique, une ère de prospérité et de modernité entrevoit le jour. On faisait des vols pour Camer. Alors là, c'est pendant 5 jours qu'on travaillait pour eux. On partait, je crois, les jeudis, on ne rentrait que le lundi soir pour pouvoir faire le vol de Niamey. Air Bénin, c'était la joie. L'acquisition du jet, on a eu un jet. Un jet qu'on appelle, c'est une corvette SN 601. Donc c'est un avion donc, de l'aérospatiale qui a une capacité de 12 places. Et quand on est en version normale, et puis que le président utilisait beaucoup parce que la version VIP existait, et où il n'y avait que 8 places. Grand siège, confortable. Cet avion nous permettait d'aller en Europe. Mais cette demi-décade se heurte à un obstacle majeur, lié à un certain nombre de facteurs économiques, tels que le faible revenu moyen par habitant, la crise énergétique ou encore le déficit des balances de paiement des dettes extérieures. Suite aux difficultés de cette aviation civile naissante à tenir. Alors on est passé de Air Bénin à Transport aérien du Bénin. Moi j'arrive dans l'aviation militaire à cette époque-là. Donc je viens à l'escadrille nationale du Bénin, je pars pour ma formation en France, à mon retour, j'atterris au transport aérien du Bénin. En dépit de ses efforts, la compagnie nationale béninoise, avec son trafic passager ouvert sur l'extérieur, restera beaucoup trop faible par rapport à la moyenne continentale. Dans la plupart de nos pays qui ont connu l'expérience de l'aviation civile, la plupart de ces compagnies-là ont déposé le bilan parce que la question de l'aviation, c'est une question de gros sous. C'est une question aussi de technologie, c'est une question de stratégie. Il n'est pas facile de faire de l'aviation civile en se basant sur les budgets de nos pays. Ce sont autant de difficultés socio-économiques qui expliqueront, outre la faiblesse du trafic passager, la forte proportion d'hommes politiques, d'affaires ou de touristes internationaux parmi les voyageurs des lignes d'Air Bénin. Il y avait certains ministres, des missions ministérielles, là, on allait donc un peu partout. Et puis surtout, c'est en Afrique, c'était au moment du Conseil de l'Entente il y avait beaucoup de missions, il y avait beaucoup de missions, des réunions. Donc c'était la corvette qui était la mieux indiquée parce que c'était rapide. Ça faisait du 600 km/h. À l'aube des années 80, le trafic aérien continental confirme son ouverture sur l'extérieur, mais aussi vers le sommet de la pyramide sociale. Et c'est la raison malheureuse pour laquelle le Bénin signera la fin de vie de sa compagnie nationale. En 1982, Air Bénin est liquidé. Le problème que nous avons connu par la suite, c'était les problèmes économiques du pays qui ont précipité la disparition de cette petite aviation civile naissante. Et nous avons dû nous replier, nous autres militaires, sur nos bases et nous sommes redevenus force aérienne béninoise. Et nous avons quitté ainsi cette expérience de l'aviation civile à tourner court. Désormais, l'essor de l'aviation civile béninoise se jouera au rythme de croissance de son économie, mais plus encore à niveau de développement du pays. Cet essor permettra de révéler de brillants futurs ingénieurs béninois et les conduira à travailler à l'international avec des contrôleurs et des industriels sur l'automatisation du contrôle aérien. Les responsables de la compagnie Air Afrique utilisaient des pilotes formés qui étaient embauchés pour travailler. Donc ils ont décidé de faire une formation de jeunes Africains et nous sommes la première promotion à avoir été formée par Air Afrique. Nous étions partis donc à Amsterdam pour faire le stage de qualification machine. J'avais parmi les contrôleurs un ancien contrôleur qui était ami à mon grand frère, quoi. Donc je m'étais déjà inscrit d'abord pour le concours. Je suis passé le voir pour dire je veux venir dans votre domaine. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à ce moment, moi, je ne connaissais que la météo. Donc, je pensais à faire la météo. Donc, quand je suis venu, il m'a dit, viens, on va aller là où je travaille. Donc, c'est lui qui m'a fait monter à la tour. C'est lui qui m'a changé d'avis pour me permettre de choisir la navigation. J'ai fait un diplôme d'études supérieures spécialisé en transport aérien. Et je suis revenu au ministère et j'ai demandé, je veux aller à l'aviation civile. J'ai commencé dans l'armée de l'air. Ensuite, de l'armée de l'air, je suis allé passer un concours pour entrer à l'Afrique. Je suis donc
un pur produit donc, de l'aviation civile. Je ne suis jamais sorti du sous-secteur. Je suis ingénieur des ponts et chaussées de base, mais orienté à construction aéroportuaire. Donc quand j'ai terminé mes études, on était 3 en ponts et chaussées dans la même classe. Bon, les autres, on les a nommés tout de suite chef service régional des travaux publics, véhiculés, tout. Mais moi, j'ai préféré ma mobilette et aller à l'aviation civile, là où il n'y a pas d'ingénieur de génie civil en tant que tel. Il y avait un seul. Ils contribueront, sans encore le savoir, à la transformation de la direction de l'aéronautique civile en l'Agence nationale de l'aviation civile.